Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à vous. José, Oui. une petite blague en passant. Je pense qu'on va suggérer à ceux qui font la présentation de notre émission de mettre les incomparables et les intraitables. Oh? Hein? Qu'en dis-tu? Ben, il me semble que je suis traitable, moi. Il me semble que moi aussi, je suis traitable. Mais incomparable, je pense que ça s'applique à nous deux. Peut-être. C'est Peut-être. pas, on va se faire de l'auto-promo. C'est ça, on va s'occuper de notre promo tout seul. C'est bon. Aujourd'hui, dans l'émission, on revient sur deux auditeurs, en fait, qui nous ont inspiré ce thème-là aujourd'hui. Puis... Deux auditeurs troublants, Oui. Oui. dont un particulièrement. Ouais. Allons-y. Et qui m'ont amené beaucoup à réfléchir. Ouais. Et c'est ça, l'émission, ça sert à ça. Puis je suis certaine que je ne suis pas la seule, là, les auditeurs aussi doivent le remarquer. Des fois, on part avec un préjugé, ou on part, c'est de même, ça devrait se passer comme ça, puis on ne le réfléchit pas, puis on pense que c'est comme ça que ça se passe. Puis là, à un moment donné, grâce à vous qui nous amenez à penser différemment, bien là, on se dit, finalement, je n'étais peut-être pas correct dans cette façon de penser-là. Et aujourd'hui, moi, les deux auditeurs, grâce à vous et à vos interactions, là, Ouais. ça m'a amené à réfléchir. Le premier. Là, on recule de la semaine passée. Et c'est le plus troublant, celui-là. D'ailleurs, vous avez été un petit peu raide. Lui... J'ai été un petit peu intraitable. C'est ça. C'est vrai. Ouais, là, Dans ce cas-là. là, vous étiez intraitable. Oui. Lui, sa conjointe a le cancer. Ouais. Et elle lui dit, on va prendre un break. Moi, je vais vivre ça tout seul de mon bar. Fait qu'elle l'a quitté. Lui, il dit, mais moi, je veux la supporter. Moi, je veux qu'elle revienne, je vais être là pour elle. Et là, vous, de dire, mais elle n'en veut pas de votre support. Respectez-la. Puis c'était pas mal sur ce ton-là, là. Oui. Hein, C'était- t'as pas exagéré. C'était ça. Exact. Et ça l'a indisposé certains auditeurs Tout à fait. qui l'ont laissé savoir, en effet, que Exactement. j'avais été un peu trop intraitable avec ce pauvre type qui venait se lamenter du fait que sa conjointe ne voulait pas de son support. C'est-tu épouvantable, une femme qui ne veut pas le support d'un homme? Il pensait qu'on embarquerait dans son bateau. Non. Gars, elle veut pas de toi. Et si bol. Non, il mais ça amène réflexion. Parce Bon. que je suis convaincue que cette histoire-là, ça touche pas mal plus de personnes qu'on le pense. Là. Tu sais, Oui. dans les statistiques, on dit juste le cancer, ça touche une personne sur deux. Là. C'est Oui. pas nécessairement qu'ils l'ont, mais qu'ils vivent avec un proche, etc. Mais donc, admettons que... Puis on a eu plein de textos de jeunes qui disaient que quand... J'en avais lu même, que quand ils allaient à l'hôpital, c'était rendu qu'ils le disaient même plus à leur mère. Parce qu'ils voulaient vivre ça tout seul, sans le stress de la mère. Bon. Fait que là, ça va être le temps aujourd'hui de parler. Là. On fait le sujet juste là-dessus. Là. Parce que... Mais ça amène une réflexion parce que, mettons que tu as quelqu'un là, vraiment que tu tiens, puis qui vit un cancer, puis on va le dramatiser, il est décompté même, à la limite, là. Ben, tu dois avoir un sentiment d'impuissance. Tu sais, comme partenaire de vie ou... Fait que j'imagine que tu veux faire de quoi pour faciliter la vie de la personne, mais quand la personne te dit « non, j'en veux pas », ouf! Non seulement tu es impuissant, mais tu es rejeté. Non, mais c'est ça, là. Tu es éjecté. Donc, double peine, sûrement. Mais il faut respecter la personne qu'elle vit, si tel est son désir. C'est ça ma réflexion, moi, que ça m'a amené. Parce que la personne, la conjointe du gars qui est venu se lamenter à notre émission, puis il était bienvenu pour se lamenter, mais il se lamentait. Il était bienvenu. Je dis pas que c'est pas à l'occasion, c'est pas la place. Non, il se lamentait et il a été le bienvenu. On le reprend. Ben oui, On l'a accueilli. ben oui, moi, j'ai de la gratitude pour son appel. Ça nous permet d'aller au fond des choses. Mais, compte tenu de sa réaction en ondes, on peut se demander si la conjointe n'avait pas des bonnes raisons Bon. de le mettre de côté. Pas le rejeter, pas l'éjecter, le mettre de côté.
pendant un certain temps. Moi, je me sentirais comme ça. Mais la première question que je ferais, que je me poserais, c'est pourquoi? Bon. Pourquoi? A-t-elle, Ah non, avait-elle mettons, des moi, mon raisons? conjoint, là, si c'était à moi que ça arrivait, là, mettons, mon conjoint a une grave maladie, puis il préfère me quitter que je l'accompagne là-dedans. Ben là, je n'ai pas le choix que de respecter ça. Sauf que moi, je me remettrais en question, pas rien qu'un peu, là. Voyons. ouais. Ben voyons. Si juste ma présence l'empêche de bien vivre sa maladie ou de ses derniers jours, j'ai de quoi en me reprocher certains, là. Faut que je me remette en question dans ma façon d'être, d'agir. Pas nécessairement, José. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et la personne atteinte n'a pas à se justifier. Non, ben non. Mais là, je parle de moi. Oui, oui, oui. La personne qui décide de le faire seule, là, en Oui. passant, ça prend du courage de faire ça. Ça veut dire que la personne, elle se dit, non, là, c'est assez, là, je vais penser à moi. Puis moi, ce que je veux, c'est le vivre seul. Ben bravo si vous êtes capable de le faire, parce qu'il y en a qui sont peut-être même pas capables. Oui, oui. De peur de faire de la peine, justement. Oui, oui, il y a Fait tout que ça. donc, elle, la madame, là, elle a le goût de le dire. Non, je veux vivre ça seule. Mais moi, je vous dis, puis ça veut dire que j'ai encore beaucoup à apprendre, sûrement, mais que moi, je me poserais des questions sérieuses, là. Je suis trop fatigante? Je suis trop intense? Je fais-tu transmettre mon stress? C'est toutes ces Oui, questions-là que je me poserais. Oui, tu peux te poser des questions maintenant, tout en respectant le désir de l'autre. Oui, ça, c'est Notre correct. auditeur n'avait pas compris ça. Faudrait pas oublier le deuxième Ben cas, non, José. ben non, on y OK, va en c'est correct. crescendo, là. Parce que le deuxième cas, c'est assez spécial, ça. Aussi, c'est un monsieur qui a le cancer. Oui. Et si je me trompe pas, c'était même le médecin là, qui ne comprenait pas, qui ne réalisait pas la gravité de la situation. Hey, t'as un cancer, puis on dirait que tu le réalises pas, là. On va te faire voir un psychiatre. Vous vous rendez compte? Psychiatre dit pas de trouble mental. Non. Ben, on va te faire voir un psychologue. Donc, la résilience de cet homme-là, ou quelle que soit la raison pour laquelle il n'en faisait pas un aussi grand cas, ça dérangeait. Ça a dérangé l'équipe médicale. Spécial en grand, là. L'équipe médicale était indisposée. D'ailleurs, ça me surprendrait que ce soit tu as dit le médecin. Bon, j'ai généralisé, là. Moi, j'aurais tendance à soupçonner la médecin. Bon. J'aurais tendance. C'est un préjugé. Oui, chers Vous auditeurs. avez le droit à- d'en avoir, vous aussi. Là. Vous n'êtes pas parfait, là. Bon. Bon, maintenant, ceci nous amène à la résilience. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde en parle, pas grand monde qui sait ce que c'est. On va commencer par le définir. Chers amis, la résilience, c'est une propriété mécanique d'un matériau. C'est la capacité d'un matériau de recevoir des chocs et de ne pas casser, de ne pas se briser. C'est mécanique. OK. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. On s'est servi du mot pour Oui, imager notre état. oui. Par exemple, le fer, lorsqu'il est chauffé, peut être plié sans casser. C'est la résilience de ce métal-là dans certaines conditions thermiques. Une branche va casser. Oui, une branche va péter. Par contre, si tu prends certaines branches, tu la laisses tremper dans l'eau, tu vas la plier, tu vas faire un arc. Ah, regardons ça. Il y a une résilience selon le traitement qu'on lui donne. Encaisser un choc sans se briser. José, on ne peut pas mettre de côté les fables de La Fontaine. Oh! Jean de La Fontaine, Oui. 1735, 39, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Corrigez-moi si je me trompe de siècle. Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Vous savez, la référence à la résilience, c'est pas d'aujourd'hui. Le chêne et le roseau. Le chêne, c'est le vent est trop fort, l'ouragan est trop fort, il va être renversé, déraciné et il meurt. Le roseau, un vent modéré, il est couché par terre. L'ouragan le couche par terre. Mais dès que l'ouragan est passé, tonks, il est debout.
Ah, le roseau est résilient dans son matériau. Le chêne ne l'est pas. Le chêne est fort, mais s'il est déraciné, plus de chêne. Hein? C'est bon. Alors, Jean de La Fontaine, Belle c'est pour moi image. qui... Écoute, des individus avec de la finesse psychologique, José, chez l'être humain, ça fait longtemps qu'il y en a. Maintenant, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'il y en a que le concept est facilement accueilli. Exemple, vous avez une femme résiliente dans un milieu et une autre qui est sa voisine puis qui n'est pas résiliente du tout. Le chiard va pogner entre les deux. Tu sais, c'est l'équipe médicale, là. Non. Hey, on lui annonce qu'il y a un cancer, il dit pas un mot. Il se met pas à pleurer, il dit pas un mot. Pas normal, le gars, là. Pas normal, non. Je me suis fait dire sur mon lit d'hôpital. Ça m'a écœuré, par exemple. Je vais vous conter une anecdote. 1988, me faire arracher une jambe sur le bord du chemin. Je suis hospitalisé. C'est vers la deuxième... À partir de la deuxième, troisième semaine. J'ai été hospitalisé 7 semaines. Parce qu'une jambe arrachée, c'est pas une jambe coupée, là. Tu sais, j'ai passé par les soins intensifs, puis ensuite, j'ai tranquillement, là, guéri ça, puis les plaies, puis l'infection, puis en tout cas, Alouette, là, je vous sauve les détails. Veux-tu pas que commencent les visites? Ça devait faire 10 jours que j'étais là, à peu près. Et là, il y en a pas 2, 3 innocents tout de suite qui viennent me voir puis qui me disent « Tu sais, Pierre, toi, c'est pas pareil. » Ben le troisième, tu sais, c'est pas pareil, là. J'ai fait venir l'infirmière, j'ai dit « Plus aucun visiteur sans que la permission soit octroyée par Bibi. » Mais pourquoi qu'il disait ça? Toi, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Hey, le troisième, là, il dit, mais sacrement, j'ai mis dehors l'aumônier, puis les visiteurs, ça a été fini. Il y avait mes parents, ma conjointe, mes enfants, point. Mais toi, c'est pas pareil, franchement. Puis il y a eu un ami avocat et sa conjointe, c'est vrai. Hey, je t'ai fait une liste noire, ça n'a pas été long. Puis y compris un confrère psychiatre et sa conjointe. Rayé. Ben toi, Pierre, tu sais, on savait, c'est pas pareil. Ben non, je pleurais pas. J'avais une jambe d'arraché après le corps, puis je pleurais pas, moi. Puis j'étais bien tranquille, puis... écœurais personne. Puis l'aumônier, après 2 minutes, j'ai dit, « Hey, la porte est là. » Ça, moi, j'aurais aimé ça que ça a été filmé, cette histoire-là. Oui. J'ai dit, tu sors, ça presse, tu reviens plus. Aïe, aïe. Ben non. J'avais tout ce qu'il fallait. Le personnel était gentil avec moi. Fait que... On va aller à la pause là-dessus. On veut savoir de votre côté, est-ce que votre résilience dérange? Ou avez-vous eu de la difficulté avec quelqu'un, un proche qui était résilient? Avez-vous été mis de côté? Non, mais c'est un aspect qu'il faut... Traité, oui, Ben oui. Ça me fait rire parce que c'est sûr que l'auditeur, il vous laisse lamenter puis il n'est pas tombé sur la bonne personne. Mais c'est intéressant parce qu'il n'est pas le seul, le gars, là. Il n'est pas le seul. Ça, j'en suis convaincu. Tu sais, là, il y en a qui décident de ne pas prendre de traitement. Pas de chimio, pas... L'entourage, là, comment ils ont réagi? Tu sais, en fait, la question, c'est, avez-vous été respecté dans votre façon de vivre votre épreuve? Oui, mais là, il y a des... Je peux t'en parler de ça, là. Alors, les personnes qui refusent les traitements, c'est pas nécessairement de la résilience. Ça peut être un désir de mourir. Et je l'ai vécu dans ma pratique. Pas personnellement, là, mais dans ma pratique, je l'ai vécu. Encore là, faut le respect, il faut qu'il soit là. Je l'ai pas vécu. Mon père a eu un diagnostic. Non, ce chirurgien il avait dit que ça donnait rien. Okay. Mon père, à 81 ans, a eu un cancer de l'intestin. Puis quand ils l'ont découvert, c'était une grosse boule. Puis le chirurgien lui a dit écoute, ça donne rien d'aller enlever ça. Il va falloir trop enlever. Puis à ton... Fait que mon père a dit correct. Il dit je m'en retourne chez nous, par exemple, je ne reste pas ici.
Fait qu'il s'est ennué à la maison, puis il est décédé tranquillement à la maison. Mais moi, je viens de penser à ça. J'avais jamais fait le lien avec la résilience. Ouais. Disons qu'il n'y avait pas tellement le choix non plus, là, mais... Bien, il y en a qui ne l'acceptent pas pantoute, là, puis qui gâchent leur dernier jour. Tandis qu'il y en a qui décident de le vivre oui, comme votre père. c'était fini. Puis... Ouais. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Caroline. Elle a perdu son conjoint et son fils à 10 ans d'intervalle. Comment son entourage a réagi face à sa façon de vivre ça? Bon, avant de tomber dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, on a une question importante. Oui. Une auditrice nous demande si on va être à parade à Saint-Tite. Oui, chère auditrice, on va Eh être là. oui, nous serons là, dans Tous la les belle deux. carriole. Oui, on fait la parade. Au Festival Western de Saint-Tite, je me suis acheté une belle petite chemise blanche avec des franges, mon chapeau de cow-boy. Et aux dernières nouvelles, notre char, notre carriole va être tiré par 3 chevaux en troïka. Eh boy, c'est quoi ça? Une troïka, c'est une façon d'atteler chez les Russes qui mettent 3 chevaux de large. Oh! On n'est pas habitué à ça ici. Au Québec, c'était 1 cheval, 2 chevaux et rarement 4 chevaux, 2 par 2, tu sais, 2 devant les 2 autres. Fait que là, on va avoir une rangée de 3 chevaux puis de la carriole. Oui. Hey, c'est nouveau, ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai connu 3 rangées de 2. Oui. C'était beau, ça aussi, Ben vraiment. oui, oui. Hey, ça doit être spécial. Hey, j'ai hâte. Ben, ça s'appelle une troïka. Alors, le mot est russe, chers auditeurs, parce que c'est une façon d'atteler des Russes qui était fréquente en Russie. La Russie est un immense pays. Ils se déplaçaient beaucoup avec des chevaux qui tiraient des traîneaux, avec surtout des chevaux de race Orlov, du prince Orlov, O-R-L-O-V. Alors, il attelait 3 Orlov de large et on ride. Tu comprends? Ça se manœuvre-tu... Hey, on va au téléphone. Oui, là. oui, ça se manœuvre. Mais ça se manœuvre-tu mieux que 3 rangées de 2? Ben oui. Parce Ben que oui, ça, c'est plus c'est facile. mettre à la cadence. Hey, 3 rangées de 2, Hey, là, c'était 6, quelque là, chose, là. c'est quelque chose. Et il y a la formation arbalète, c'est-à-dire que tu attelles devant la carriole 2 chevaux et tu n'attelles un autre devant. OK. Tu comprends? Oui. Il y a un quatuor, il y a ce qu'on appelle l'arbalète, tu vois la forme, 2 avec 1, ça fait une forme de pointe. Ils appellent ça l'arbalète. Fait que là, on va en avoir 3. Et la troïka, c'est 3 de large sur le bacu, 3 de large devant la calèche. Là, j'espère que ceux qui allaient être là, vous allez nous envoyer à la main puis nous dire bonjour, là. Il y en a tout le temps, là. Il y a deux réactions. Je m'excuse, on va continuer notre sujet après, là, mais il y a tout le temps 2 réactions. Moi, j'aime ça. Je regarde la réaction du monde, là. Il y en a quand on voit les auditeurs, puis on voit ceux qui ne le sont pas. Les auditeurs, là, sont tout contents hein, quand ils vous voient. Puis ceux qui n'écoutent pas, là, « Hey, check le Doc Mayou. » Hein, c'est tout un, tout l'autre. Là, ça me fait rire, c'est incroyable. Ben oui, c'est très Mayou est très polarisé. Vraiment, là. On ça l'aime, coupe au on couteau, l'haït. là. Oui. C'est oui, vraiment spécial. Oui, oui, j'ai toujours été très polarisé. Il y a 2 mais pôles. en majorité, c'est vraiment le fun, la réaction du monde. Oui. là. Et à l'entrée, l'année passée, il faut mentionner l'entrée dans l'aréna. Eh oui. Là, écoute, il y a eu des salves. J'étais là. Eh oui, Hein? Benjamin. Oui, j'étais là moi, l'année dernière dans l'aréna. C'est vrai? Et la réaction était super bonne. Là. Puis même pour les gens qui ne connaissent pas les chevaux, c'est magnifique. Là. C'est impressionnant de voir ça défiler devant nous. Ouais. Mais en tout cas, Malheureusement, le premier ministre n'a pas eu... Ben oui, il faut le dire humblement, puis pas de façon méprisante. Le premier ministre, accompagné de Julie Boulay, malheureusement, n'a pas connu les mêmes salves de bienvenue. Alors, donc, on revient. Bien là, soyez là, mesdames, messieurs, à la parade, puis criez le fort, là. Allô, on va vous envoyer à la main, là. C'est parce que c'est gênant, en passant. Moi, je trouve ça gênant. De? Un peu, là, tu sais, là, dans la carriole, là, faire la duchesse un peu, là. Moi, je fais, en tout cas, je trouve ça un peu gênant. Moi, je passe par-dessus ma gêne quand je vous accompagne. Ben, c'est un hommage que beaucoup d'auditeurs nous rendent en nous saluant. C'est un hommage et je suis très à l'aise de retourner les salutations le plus possible. Parfois, c'est des 2 côtés. Non, mais quand elle veille la main, c'est le fun. Mais quand c'est tranquille, c'est gênant.
Tu sais, c'est pour Non. ça. Là. Fait que gênez-vous Non. pas, envoyez la main en masse. Bon. Non. OK. Alors, on revient à notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que votre façon Oui. d'aborder les épreuves, ça fait réagir dans votre entourage? Ouais. Est-ce que ça dérange? Ici, on a une femme de 54 ans. Elle dit, j'ai vécu un cancer en 2010 et j'ai décidé de vivre sereinement, d'installer de l'harmonie dans l'expérience que j'avais à vivre. Et cette attitude a été valorisée par l'équipe médicale. Mon expérience s'est passée en Gaspésie et aujourd'hui, je suis en pleine forme. Fait que donc, vous, ça veut dire que ça s'est bien passé. Ça a été respecté. Oui. Et même reconnu comme souhaitable. C'est bien? Ouais. Oui, c'est important de le dire. Ici, on a femme 45. Oui. Je suis devenue veuve à 42 ans. Ah oui. Tout un choc. Après une année de deuil intense, ça s'est graduellement transformé et j'ai décidé que j'étais à nouveau prête à rencontrer quelqu'un. C'était très évident que ça causerait un énorme malaise chez certaines personnes et chez d'autres, on se réjouissait que je continue ma vie. J'ai appris que les veufs se rematchent beaucoup plus vite que les veuves. Et j'ai bien vu par l'expérience que les veuves vont subtilement et pas si subtilement encourager à attendre encore plus longtemps. Ah, il y aura un double standard, nous dit-on. Ben, C'est intéressant. C'est ça Je ne sais pas, là. réfléchis, là. Je ne sais pas. Est-ce que les veuves sont vraiment plus soumises aux pressions sociales environnantes qui les entourent? Peut-être. Peut-être que celles qui se réorganisent assez rapidement ne le mentionnent pas à l'entourage. Peut-être. Je ne sais pas. Et écoute, est-ce qu'il y a un double standard dans notre culture? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jugements encore, même en 2020 bientôt, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugements sur les hommes ou même les femmes qui reprennent leur vie rapidement. Mais on ne connaît pas l'histoire. Ben oui. Tu sais, là, en passant, moi, c'est ça qu'il faut toujours se demander. Cette femme-là, puis je veux pas, là, je me sers d'elle, là, elle a dit une année intense. Mais admettons qu'après 6 mois, c'était fait, c'était fini. On le sait pas si elle était heureuse avant avec le monsieur. C'est pas parce que ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils ont vécu 18 ans hyper heureux. Qui ne sait pas, peut-être, qu'ils ont pensé se séparer puis qu'ils n'avaient pas parlé à l'entourage, puis que là, elle se sent libérée. Tu sais, on le sait pas, là. Il y a tout ça. Il y a beaucoup d'éléments. À telle enseigne que chaque cas devient un peu un cas d'espèce. Ben oui, exactement. Et chaque histoire est particulière. Pour ne pas dire singulière. Ici, on a femme 40 ans. Ma mère est décédée en mai dernier du cancer des poumons. Elle ne voulait pas de mon aide. Elle s'est encore plus isolée. Aucun moral positif. Je l'ai respectée. J'ai même eu hâte qu'elle meure. Beaucoup de changements à venir dans ma vie, finalement très positifs. Pas facile à dire, mais c'est la réalité. Mais là, femme 40, il faudra aller plus loin, là. Pourquoi vous aviez hâte qu'elle meure? Parce qu'elle ne voulait pas de votre aide? Parce que vous êtes senti tassé? C'est pourquoi, là? Ou pour la façon dont elle vous a traité lorsque vous aviez besoin d'elle, c'est-à-dire pendant l'enfance et l'adolescence. Oui. Oui. Tu sais que les mauvaises mères, il y en a beaucoup au Québec, José. Respectueusement dit, mesdames, beaucoup de mères incompétentes, négligentes, sans cœur. Beaucoup trop dans la nation. On va aller à la pause. J'aimerais beaucoup que Caroline nous rappelle. On a peut-être trop placoté, puis elle n'avait pas le temps d'attendre en ligne, là. C'est totalement mon erreur. Je m'excuse. Alors, Caroline, si vous voulez nous rappeler, on va vous prendre tout de suite au retour de la pause. Nous sommes de retour dans notre émission où on va parler de résilience et à quel point on n'est pas équipé de la même façon. Selon chaque situation. Oh, Pour une oui, même c'est vrai. situation, il y en a Tout qui à vont réagir très fortement, d'autres calmement. Oui. Là, on va parler avec Jessie qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Jessie. Bonjour. Jessie, on vous écoute. Ben, en fait, moi, j'ai la sclérose en plaques. Oui. Ça fait quelques années que je l'ai. Et le résultat, on sait d'abord pour les auditeurs, c'est une maladie incurable, chronique et dégénérative. Et moi, j'ai demandé de l'aide médicale à mourir pendant que j'ai toute ma tête. Oui. La réception médicale a été très négative, malgré le fait que, on s'en va sur les sites du gouvernement. Le problème, c'est qu'il faut donner son consentement éclairé et
faut être là, intelligent dans le sens que faut être capable de le spécifier, de le dire, même 5 minutes avant l'injection. Alors, le problème de la sclérose en plaques, c'est que c'est un problème cognitif qui peut vous affecter un peu comme l'Alzheimer. Vous pouvez arriver à un moment où vous en parlez, mais les stades avancent. Mais la sclérose en plaques n'a pas, contrairement à l'Alzheimer, il y a 7 stages. Alors, le premier, le deuxième, vous oubliez, ainsi de suite, mais rendu au 5e, la game est finie. Vous n'êtes plus capable de raisonner puis de dire ce que vous voulez. Donc, vous devez demander l'aide médicale à mourir avant que ce moment-là arrive. La même chose avec la sclérose en plaques, c'est que vous pouvez être parfaitement, être bien dans votre tête. Il arrive une crise, puis on ne sait pas comment elle arrive. Il arrive et vous n'êtes plus capable de formuler correctement et logiquement l'aide médicale à mourir. Donc, à cause des lois du gouvernement qui avancent, mais qui n'avancent pas assez vite, vous devez le faire pendant que vous êtes bien, en sachant clairement qu'il vous reste peut-être 3 mois, 3 ans, 10 ans où vous seriez correct. Mais comme on ne peut pas vous donner, écoute, là, ça a été correct, on te le garantit sur papier pour 6 mois. Dans 6 mois, viens de faire évaluer. Nous, c'est pas le même, ça marche. La crise est subite. Moi, j'en ai eu une à 51 ans. Oui. On n'a pas détecté correctement. 8 mois plus tard, j'en ai eu une, je suis paralysée, je suis en fauteuil roulant. Oui. 8 mois, ça a pris pour que tout change dans ma vie. Ouais. Et là, je suis rendue 6 ans plus tard à voir que je décline, que j'ai de nombreux problèmes physiques qui sont naturellement contrôlables relativement avec la médication. Mais je dis, non, je ne veux pas augmenter la médication parce que tu deviens gougoune, là, tu deviens médicamenté. Je le vois, moi, avec les collègues. On peut pas appeler ça des collègues, mais les membres qui sont complètement... tu sais, quand tu es sur haut médicaments de dépression, docteur Mailloux peut vous le dire, tu es un peu entre 2 nuages. Hein? Il fait froid, il fait froid. Il fait chaud, coudonc, il fait chaud. Ton chat est mort, coudonc, ça arrive. Ton chat est vivant, coudonc, c'est le fun. Tu ris pas, tu pleures pas, tu es gelé comme une balle, tu sais. Ça peut, Alors moi, je ne veux pas en arriver là. Oui. Pardon? Oui, ça arrive. Ce que vous dites peut arriver. Moi, je ne prends pas de médicaments antidépresseurs. Je ne veux pas en prendre. Je refuse d'en prendre. Est-ce qu'on a exercé des pressions sur vous pour que vous preniez des antidépresseurs? Oui, parce qu'on m'a dit, va voir un psychiatre. Moi, je dis, allez voir le docteur Caillou, on va juste s'obstiner ensemble et il va voir que c'est... Parce que je voudrais attendez, Jessie, vous êtes dans le sujet du jour. Et pourquoi vous a-t-on référé chez un psychiatre? Parce que j'ai demandé l'aide médicale à mourir. Alors que sur les sites du gouvernement, c'est bien dit que le neurologue, comme le médecin, doit, dès qu'il y a l'apparition d'une demande, c'est pas à eux de décider si oui ou non tu dois l'avoir. C'est au comité. Il faut dire que moi, je suis en droit. Hein, fait que les droits, puis le tout, là, je suis capable de lire ça. Mais pour une personne... Avocate de profession ou... Non, je suis en droit. Mais de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est que je suis allée lire. Puis j'ai dit, non, parce que c'est bien marqué. Là. C'est un professionnel, il n'est pas obligé de le faire, l'aide médicale à mourir, puis je le comprends. C'est comme l'avortement. Mais si tu vois un médecin et tu lui dis, je veux un avortement, il te réfère à un médecin qui le fait. Il ne commence pas à te faire la morale. L'aide médicale à mourir, tu n'as pas d'affaire à avoir la morale. Dire, écoutez, pensez-y, on pourrait faire signer des papiers pour que ce soit l'aide des soins palliatifs. C'est pas ça que je t'ai dit, là. Je t'ai dit que je veux l'aide médicale à mourir. Envoyez-moi voir un comité. Moi, m'occuper avec le comité de régler mon problème. Et les deux, ça a été négatif. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, Jessie, fait que là, j'ai passé votre résilience à votre maladie dérange votre équipe de soins définitivement. Voyez-vous, moi, je suis contente de 2 choses. Vous avez réglé 2 grands problèmes dans ma vie. Un que je ne parlerai pas, mais celui-là, parce que je me disais, voyons donc, ce qu'ils veulent, c'est que je braille chez nous toute seule. Je suis obligée de brailler devant tout le monde au téléphone. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à la limite, là, vos proches là, qui puissent réagir à la limite. Non, ça a pris plus de temps. Mais l'équipe médicale... Et ma fille ont accepté là, avec le temps. Là. Mais l'équipe médicale... Mais l'équipe médicale,
il devrait être rationnel. C'est Oui, ça. mais je suis une des rares qui ne prend pas de médicaments. Si vous parlez au Doc Mayou, les gens qui ont la sclérose en plaques, on monte à 85-90 sont tous ces antidépresseurs. Vous êtes condamnés à mourir à petit feu. C'est pas évident à prendre, là. Ça prend du caractère et d'une tête de cochon comme la mienne, là. Jessie, Ben, Doc Mayou, il appelle ça la résilience. il y a mais un moi- abus. Il y a un abus au Québec, un abus gênant de prescription d'antidépresseurs chez les Canadiens français. C'est Ben oui, épouvantable. moi, je les dis non. Quand ça va pas, je crie, je braille, puis je hurle. Puis quand ça va, ben, je suis contente, je ris aux larmes, puis je suis contente. Mais vous ne me gèlerez pas pour me faire de moi ce que vous voulez. Il n'y en a pas question. Voyons Sauf si que les ça- antidépresseurs vont améliorer la sclérose en plaques. La question, c'est non. Hein? Alors, les antidépresseurs ne peuvent pas améliorer votre maladie. C'est clair. Est-ce que les antidépresseurs peuvent améliorer votre qualité de vie? Non Dans plus, bien parce des que cas, la réponse, c'est non. Alors, pourquoi s'acharne-t-on, insiste-t-on tant? Vous avez raison. Il y a des équipes médicales qui tiennent à geler les personnes comme des balles. Là-dessus, vous avez un point. Pas tout le monde, il ne faut pas exagérer. Mais ça arrive et c'est de plus en plus fréquent. Vous avez- allez-vous-en dans les endroits de sclérose en plaques, les associations. Puis si les gens peuvent être honnêtes avec vous, puis dites, levez la main à ceux qui prennent des antidépresseurs, puis vous allez rougir, Doc Mayou. Je ne rougirai pas. Il y a au moins 400 000 femmes aux antidépresseurs. Uniquement cette famille de médicaments-là au Québec. Hey, ça commence à faire du monde. C'est un demi-million de personnes. Alors, ça fait partie. Alors, tu sais, fait que moi, Où on a cru, à tort, améliorer la qualité de vie en gelant certaines personnes comme des bines. Vous savez, quand une femme vient me voir et elle m'a dit, Dr Mayou, il s'est passé quelque chose. Je conduisais mon auto, puis j'ai failli écraser une dame qui avait son bébé dans une poussette devant elle. Parce que j'étais passé attentive. Elle prenait des antidépresseurs. Elle a paniqué. Puis elle a dit ça, là, plus jamais. On va se quitter là-dessus, Jessie. Merci Bye. beaucoup. Bye-bye. Merci, Jessie, d'avoir appelé. Ça peut pas être plus dans le sujet. La résilience de certaines personnes peut déranger à un point tel qu'on va les geler pour qu'ils soient tranquilles. Et attendent tranquillement le sort qu'on leur a réservé. Ça va jusque-là. Ça a réagi en passant par rapport à la dame là, qui était veuve après 1 an. Oui. Puis les statistiques, là, après 2 ans, 65 des veufs sont à nouveau en couple et 19 des veuves. Oh! Il y aurait une statistique connue là-dessus? C'est la dame qui nous aurait écrit, puis elle dit, oui, moi, j'étais très heureuse avec mon conjoint. Puis je le mentionne parce que ça a fait réagir, parce qu'on a quelqu'un qui nous a réécrit pour dire, il y a quelques années, mon conjoint de 35 ans de vie commune a été diagnostiqué un cancer de stade 4, 8 mois de traitement, enfin décédé, enfin libre. J'ai toujours souhaité qu'il ne s'en sorte pas. Je n'étais pas capable de le laisser. Personne ne sait ça. C'est mon secret. Aujourd'hui, heureuse avec un nouveau conjoint. Aïe, aïe. C'est sûr que ça se dit pas. Dans les dents, mon petit clin, t'es décédé et on est bien débarrassé. Oh, c'est pas beau, ça. Petit Jésus, Sainte Vierge, ça sera pas content, tout ce monde-là, là. Hein, Monseigneur Ouellette et compagnie, ils seront pas contents d'entendre ça, là. Et ici, on a Homme 33. C'est pour ça que la résilience, des fois, ça cache d'autres choses. Là, il y a Homme 33. Ma génitrice est décédée voilà 2 ans d'une embolie pulmonaire. À ses funérailles, je n'ai pas pleuré et ma conjointe n'a pas trouvé ça normal. Je lui ai dit qu'elle ne m'a pas appris l'essentiel de la vie. C'est ma conjointe qui m'a appris à faire un budget, etc. Le géniteur pas présent de l'adolescence aujourd'hui, et c'est depuis quelques années que je me rapproche et je reste froid. Cher auditeur, vous pourriez mentionner à votre conjointe de se mêler de ces maudites affaires la prochaine fois que vous aurez un problème émotionnel personnel. Son grand nez
pourrait lui être amputé d'un pouce ou deux. Conseil d'amis en passant, la prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Homme 40 ans. Je suis une personne avec un handicap visuel. Tous les gens qui ont pitié de moi sont des personnes loin de mon réseau. J'ai décidé de m'épanouir au lieu de faire plaisir à ces personnes, c'est-à-dire de m'appuyer sur mon sort. Ça veut dire qu'il y a des gens... Appuyer ou apitoyer? C'est mon erreur. Apitoyer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient préféré qu'ils aient donc bien de la peine, qu'ils aient donc de la misère à l'accepter. Oui, c'est pas rare. Et ça, quel est le pourcentage? c'est Aucune ça. idée. Ça, ouais. j'aimerais ça le savoir. Ouais. Mais qu'est-ce que ça dit de ces personnes-là? C'est-tu des gens qui se valorisent Ben oui. d'avoir quelqu'un à terre, ils se sentent important de pouvoir l'aider, puis là, vu qu'on... C'est quoi? C'est des petites personnes? Là? Bon. Dans notre nation, les adultes autonomes ont souvent mauvaise presse. Plus bel exemple, l'homme de 33 ans. Sa conjointe, avec son maudit grand nez, s'est permise de commenter sa réaction émotionnelle au décès de sa mère. Ça prend à effronter, tu sais. Ben, c'est dans notre culture canadienne-française, ça. Le gars, il a 33 ans, elle n'a pas 68. C'est une femme du même âge. Mais quel front! Comment ça, tu pleures pas? Mais il aurait dû lui répondre, c'est pas de tes crises d'affaires. Hein? C'est ça que tu m'aimes pas? Il y a de la place pour des blasphèmes. Et ça en est un exemple. On va aller à la pause. L'avez-vous déjà vécu? T'sais, dans le sens que vous avez une maladie, vous avez une opération, il faut aller à l'hôpital. Avez-vous sciemment dit à des personnes proches de vous, « Non, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Je veux le vivre seul. » Comment ça a été accueilli? Ça a-tu créé de la chicane, même, dans certaines situations, là? Je parle du jeune homme avec sa mère qui veut absolument l'accompagner, là. Il y en a même qui sont allés en cachette, sans le dire, pour être sûr d'avoir la paix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Avez-vous choisi? Est-ce qu'on vous a respecté? Bon. José, l'insistance pour être présent dans le cabinet du médecin d'un proche. Est-ce que tu savais que j'en ai conduit régulièrement? On parle d'adultes, là. Oh oui, chez les adultes, pas d'enfants. Adultes. OK. Alors... Je veux être là pour être sûr qu'on comprenne bien, là. Parce que toi, t'étais paix, fait qu'il faut que je sois là. Hein, c'est un peu ça que ça sonne. Alors, il n'y a pas dans mon bureau de règles fixes. Ça dépend. C'est du cas par cas. Un responsable ou une responsable de famille d'accueil avec un déficient, elle entre toujours avec le déficient. Ouais. Je verrai pas... Je comprends. Par contre, elle rentre toujours, mais peut-être pas pour la première entrevue ou pour la première demi-heure de la première entrevue. Ouais. Tu me suis? Oui. Oui. Par la suite, dépendamment des cas, personne âgée. Souvent, j'accepte que l'autre soit présent. Par contre, pour les adultes entre 18 et 55, 50 ans, 55, 60 ans, c'est très rare. Et si tu voyais, toi, combien de fois que l'autre suit en arrière. Non, excusez, je vais la voir. Puis s'il y a des choses particulières, je vais vous voir après. Il s'en tourne s'asseoir dans la salle d'attente. Même ça, en plus d'un bureau de psychiatre, t'as pas d'affaires là, là. T'as pas idée le nombre de conjointes qui veulent s'imposer. Et j'ai déjà mis dehors un homme qui fumait son cigare à l'hôpital je m'en rappelle comme si c'était hier, 3h30 de l'après-midi. Il venait avec son père. Comprends-tu? Fait que là, je dis, je vais voir, oui, je fais rentrer, puis je viens pour lui dire, je mets ma main. Il m'a dit, attends, non. Il dit, je viens avec. Non, monsieur. Puis il avait son gros cigare allumé, tu sais. Dans ce temps-là, en 1982, ça avait le droit de fumer dans les établissements, dans les hôpitaux. Et non. J'ai dit, t'as pas compris? Tu vas t'asseoir dans la salle d'attente. Si j'ai besoin de te voir, je vais le faire. Et imaginez-vous donc que le fumeux de cigare, il venait de Québec, puis son père vivait à Trois-Rivières.
Fait que c'était pas tout à fait une grosse proximité, là. Lorsque, puis il y a toutes sortes de raisons. Lorsque, par exemple, j'ai un patient éploré, sévèrement atteint de schizophrénie, qui est gardé par ses parents, je vais toujours voir, après avoir vu mon patient, celui qui l'héberge. Ça, c'est quasi automatique. Il l'héberge. C'est une source de collaboration, d'alliance, d'information pour le psychiatre que je suis. Ouais. Il y a des raisons. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Vous êtes-vous senti respecté dans votre façon de vivre une épreuve? Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Oh oui. Nous sommes de retour donc dans cette émission et je pense que ce qui a fait en sorte que les gens ont été très touchés, c'est suite au courriel de la dame qui a voulu refaire sa vie après 1 an de deuil difficile. On a eu un autre texto et cette fois-ci, c'est un homme. Homme 54, il dit « Moi aussi, j'ai refait ma vie suite au décès de ma conjointe. Mes filles et mon entourage ne l'ont pas accepté. » Oh oui, c'est pas rare, ça. Alors, parlant de résilience, il y a des individus dans certaines familles qui n'encaissent pas les chocs et qui n'encaisseront pas les mécanismes d'adaptation du deuil. Oh oui, tout ça existe. Et j'ai été vraiment surpris tout à l'heure. Si c'est vrai, écoute, j'ai pas d'explication, là. Il y aurait 65 % des veufs qui seraient en couple à nouveau après 2 ans de veuvage, contre seulement 19-20 % chez les femmes. Écoute, la différence est colossale. Mais l'homme en partant, là, moi, ça ne m'étonne pas, l'homme, qui veut refaire sa vie plus rapidement, comme ça, avoir quelqu'un qui fait ses petits plats, qui l'accompagne dans des activités. La femme, je pense qu'elle est plus habituée à être autonome d'une maison qu'un homme. Là, je suis dans un grand cliché, là, mais je le pense. Tandis que la femme, elle va peut-être prendre plus son temps de faire ses affaires. Je sais pas. L'homme, en plus, ça va être plus facile de se trouver quelqu'un de plus jeune. La femme, elle, je sais pas. Je sais pas. Ben, parlez-nous en passant, s'il y en a qui le vivent, là. Méchante différence. Ce serait intéressant de voir, écoute, la dimension sexuelle. OK? 65 % des veufs, après 2 ans, vivent en couple. On peut présumer qu'ils ont une vie sexuelle active. 19 % des femmes ne vivent pas en couple. Est-ce à dire qu'elles ne fréquentent pas d'hommes et n'ont pas de vie sexuelle? Si on se limitait à mesurer un paramètre, vie sexuelle active, tu me suis? Mm-hmm. Vie sexuelle active chez les veuves. OK, vous êtes seulement 20 % à vivre en couple. Maintenant, est-ce à dire que vous n'avez pas de vie sexuelle active? Ben, ça dépend aussi de la catégorie d'âge, là, j'imagine. Quoique dans un centre d'accueil de personnes âgées, il paraît que il y a toutes sortes d'histoires. Oui. Comme tu dis, les raisons... Faites raconter de couple, moi. Ouais, il paraît que ça brasse plus qu'on pense. Oui, les raisons de la vie commune ne sont peut-être pas les mêmes. Une femme étant plus autonome dans son foyer pourrait très bien avoir une vie sexuelle active à l'extérieur et ne pas s'embarrasser d'un homme dans son intérieur. Mm-hmm. Hypothèse, là. Hypothèse. J'essaie d'expliquer le phénomène parce que... Un gars ici, on a 4 mois après le décès de ma mère, mon père avait déjà une nouvelle blonde. Pas de trouble avec ça, même contente pour lui. Cependant, il nous l'a imposé et j'ai même reçu sa famille complète aux fêtes. Difficile à gérer, anxiété. Madame, vous savez quelle heure? Appelez-nous. Appelez-nous pour nous raconter ça parce que le bonhomme vous a imposé sa façon de vivre et c'est à votre détriment, clairement. Alors, votre incapacité de vous affirmer vous cause un sérieux problème face à un père irrespectueux.
Pourquoi avez-vous cette difficulté d'affirmation de vous-même? Est-ce dû au géniteur ou à la génitrice? Lequel des deux est le plus imputable et le plus responsable de votre difficulté à vous affirmer? Homme 41. Ma mère, 65 ans, séparée depuis 20 ans. Pas de conjoint, pas au courant de tout, mais ne semble pas avoir de vie sexuelle active. Oui, ça, c'est sûr qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas de vie sexuelle active à partir d'un certain âge, là. Maintenant, sur des grands groupes, parce que les chiffres avancés, les statistiques de tout à l'heure sont... Là, il y a une disparité. Si la statistique est valable, est bonne, est fiable, il y a un double standard. Hey, 65 contre 20. Hey, si quelqu'un qui dit c'est simple, la valeur des femmes sur le marché sexuel est élevée, mais décline avec l'âge. La jeune femme peut discriminer. Le phénomène s'inverse avec l'âge. Ouais, c'est une injustice. Eh boy, c'est cru dans les dents. Est-ce que c'est vrai? La jeune femme a le choix des partenaires, puis la femme plus âgée a moins le ratio. C'est logique, là. L'homme a plus de choix en vieillissant? Aïe, aïe. Il y a des drôles de phénomènes. Tu sais, lorsqu'on parle, José, de l'abolition du genrage, ça m'inquiète parce qu'il y a tellement de différences de genre. Là, on est rendu différence de genre, mais selon la décennie. La femme jeune choisit beaucoup plus qui elle veut, mais l'homme plus vieux choisit beaucoup plus qui il veut. Si c'est vrai, c'est... Tu vois, il y en a un qui dit que c'est faux, les femmes se bonifient avec l'âge. Je suis allée voir, c'est homme 33. Donc, je me dis, ça doit être une femme qui a écrit ça. Oui, expliquez-vous. Ça bonifie. Mais c'est vrai que, écoute, il y a une réalité sexuelle que les femmes de la quarantaine sont à l'apogée de leur intensité sexuelle. Ça à c'est une 60, donnée... là. Ou à 60, là. Ouais. Moi, puis c'est vrai que des veuves, il y en a à tout âge, là. Oui. Mais en général, c'est plus âgé, là. Définitivement. C'est selon les... Statistiquement parlant, là. Oui. C'est plus du 60 ans et plus, là. Définitivement. Plus on change de décennie, plus il y a de veufs et veuves. Bon, et généralement, plus de veuves parce que l'espérance de vie est un peu moins longue pour les hommes que pour les femmes. Donc, il va y avoir plus de veuves que de veufs. Oui. OK, on va aller à la pause. Ça serait bien plus fun de vous parler en passant, là, parce qu'Annick commence à nous écrire des histoires, là. Oui. Eh bien, on est dans le direct, en tout cas. Oui? 2 femmes sur 3 sont grosses, encore plus haut à partir de 50 ans, mais il y en a de très belles de 40 à 50. Ça, c'est vrai. C'est homme 32. Oui. Votre statistique est bonne. Alors, 2 femmes sur 3 de 40 ans et plus sont en surpoids important. Tu sais, ce sont des réalités plates, mais là. OK. Parlez-nous-en. L'avez-vous vécu, le jugement des autres dans votre entourage suite au décès de votre conjoint ou conjointe? L'entourage étant Les proches, surtout là. les enfants. Les proches, là, c'est ça. Ben oui, les filles. Ouf! Les filles, ça glousse pas mal. J'ai eu beaucoup plus de commentaires de filles concernant le comportement de leur père que des commentaires de fils concernant le comportement de leur mère. Et quand elles se mettent, là, 2, 3 filles, là, ils se mettent après le bonhomme, là, elles peuvent être tannantes, solides. C'est pas fin, ce que je viens de dire là. Hein? On va à la pause. On s'en va au téléphone. On va parler avec Sophie qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Sophie. Hey, salut. Oui, Sophie. Moi, je voulais répondre à ta question. Je pense, José, là, qui parlait des statistiques. Là, moi, je me suis séparée. Il est pas mort, là, ça m'aurait pas dérangé qu'une fois. Mais au niveau de la vie sexuelle aussi, Doc Mayou, là, wow! Hey, on n'a pas besoin d'être en couple. Pas en tout. Je pense que les gars, ils pognent une fille assez rapidement par dépendance.
qu'ils ne checkent pas vraiment la qualité. Mais moi, j'ai 2 amis de filles à peu près de mon âge. On est dans la quarantaine, puis on veut plus rien savoir d'être en couple. Puis on apprend que des amants qui font notre affaire, puis on est bien contente comme ça. Il Sophie, n'y a pas de... oui, il y a merci. des femmes qui... Merci d'appeler pour le dire. Si c'était venu de moi, on m'aurait accusé d'être sexiste et misogyne. Alors, continuez. Ouais, moi, Vous avez 2 amis de c'est là. filles qui ont des vies sexuelles actives, elles prennent des amants et elles ne veulent rien savoir de la vie conjugale. C'est ce que vous nous dites? Plus rien savoir, plus rien savoir. Oui. Mais moi aussi, moi, je suis dans la même situation. Là, puis c'est comme, même, des fois, je dis à mes amis, je me spécialise dans les hommes mariés. Oui. Comme ça, je suis sûre d'avoir la paix. Ils restent avec les femmes. Je veux rien savoir d'autre que ça. Puis j'ai pas de trouble d'histoire de couple, puis d'enfants, puis de toutes ces affaires-là. Mais Sophie, qu'est-ce qui a amené ça? Tu sais, on a cru comprendre que l'ex n'était pas reposant. Là. Si même sa mort ne vous aurait pas dérangé. Mais c'est cette relation-là qui vous a amené à penser comme ça ou bien c'est vous êtes comme ça? Non, déjà, quand je l'ai connu, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais 30 ans, là, puis j'étais vraiment dans mon épanouissement sexuel, je te dirais, là, je m'amusais beaucoup sur les sites, mais rien de sérieux non plus. Puis là, je l'ai rencontré, puis au début, il a dit « Ah oui, je suis ouvert à plein d'affaires, tu sais. » Finalement, 2 mois après, il fallait que je choisisse entre lui ou ma vie plus libertine qu'il était supposé rentrer dedans. Fait que j'ai eu l'impression qu'il était plus sérieux ou je sais pas, que ça pourrait marcher. J'avais vraiment pas eu beaucoup de personnes là, à long terme puis de bonnes expériences. Je me disais même que je trouvais que c'était beaucoup plus agréable comme ça. Finalement, j'ai resté 8 ans avec. J'ai eu un bébé avec lui. Il a jamais été ouvert là-dessus. Puis il a été très poche comme maman, même si je lui disais tout ce que je voulais parce que je me connaissais très bien. Puis jamais qu'il a fait d'efforts ou quoi que ce soit. Là, Bon. Sophie, sans être trop explicite, parce qu'on n'est pas à 20 h le soir, poche comme amant, même informé de ce que vous aimiez même comme caresse. informé. Alors, en quoi était-il si épais? Parce que au Québec, là, José, c'est pas une joke, c'est plein de ces cabochons-là. La femme lui dit « caresse-moi de telle façon ». Écoute, ou bien il écoute pas, ou bien il est trop innocent pour le faire. Racontez-nous, sans être trop graphique, qu'est-ce qu'il faisait pas malgré l'information que vous lui donniez? Hey, je lui disais exactement comment faire, là, physiquement, là, quoi Oui. faire, puis il ne le faisait pas. Puis comme vous dites, là, tous les Québécois que j'ai pognés, là, il y en a eu peut-être un seul qui était un jeune que j'aurais pu penser qu'il n'avait pas d'expérience, qui a été super. Sinon, après ça, je me suis dit, tiens, j'ai rencontré des Libanais, des Yougoslaves. Hey, mon Dieu, hey, là, j'ai vu, aïe, ils savent c'est quoi une femme, eux autres. Donc, les Non, Québécois, il y a une tous il y a une très mauvaise tradition sexuelle chez les hommes canadiens français au Québec. Et c'est moi qui le dis. Ils disent qu'on est passive, là. Je pense qu'ils font de la méchante projection. Parce que les femmes de mon âge sont capables de dire ce qu'ils veulent, mais les gars, on dirait que je pense que ça les blesse dans les égos là, de faire un petit effort là, pour... Non, je sais pas c'est quoi le problème, là, mais pendant 8 ans, hey, c'est long, là. Oui. Puis il y en a un que j'ai pogné, c'est un Libanais, justement, puis lui, j'ai même pas eu besoin quasiment d'y dire. Puis quand je lui ai dit que jamais, ça a été tout de suite, il a caché, puis voilà. Oui, c'est ça. Avec, avec quelques guides, le type comprenait exactement qu'est-ce qui vous excitait sexuellement davantage. La capacité d'apprentissage sur le plan sexuel des hommes québécois est gênante. J'ai tellement eu de confidence. Bien, il devrait avoir des cours. Si vous donnez un cours à un innocent, est-ce qu'il va s'améliorer? Oui, c'est vrai, je lui disais, puis il le faisait pas. Bon. Merci. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est important de le dire. Il y a un pourcentage important d'hommes québécois qui ont avantage à aller aux danseuses, à se faire venir des escortes et à se masturber en regardant des films porno. J'ignore le pourcentage. Il est malheureusement sérieux. Je vais lire un commentaire.
Ça, là, ça dit tout. Sophie, qui est capable d'exprimer ses besoins, qui est capable de dire ce qu'elle aime, elle se connaît très bien, elle prend des amants, elle préfère rester seule. Ça vous c'est quoi le commentaire d'un auditeur homme? Méchante salope. Fait que ça met en lumière ce que vous avez dit, que c'est pas tous les hommes qui sont forts du cerveau au Québec. Là. Alors, ces innocents-là ont avantage à aller aux danseuses, à payer pour des escortes ou à se masturber devant des films porno. Laissez les femmes tranquilles. Laissez les femmes tranquilles. Vous n'êtes pas obligés. Prenez-en une puis payez. Écoutez, ça va vous coûter, je sais pas, 60, 80, 120 piastres. Écoute, ça coûte beaucoup moins cher que d'inviter la conjointe au resto. Je l'ai dit, là, parce que c'est tellement révélateur. C'est tellement révélateur. Il doit être bon, lui. Hey boy, qui doit être à l'écoute, hein? Oh boy! Je vais poursuivre avec le fait qu'il y a des femmes qui préfèrent être seules. Ouais. Femme 44, vie conjugale difficile pendant 20 ans. Maintenant séparée et plus jamais je n'aurai d'homme dans ma vie. J'ai une libido plutôt faible. Si j'ai des besoins sexuels, je me prendrai un amant. Ça explique peut-être pourquoi il y a plus d'hommes qui se rematchent puis qu'il y a moins de femmes qui ont envie. Oh, oui. C'est peut-être là la raison. Oui, oui. Et il y a un pourcentage d'hommes qui aiment se faire torcher, puis il y a des femmes qui aiment torcher un homme. Mais oui, ça existe aussi, José. Alors, il ne faut pas croire que lorsqu'un veuf fait vie commune avec une femme, c'est par appétit sexuel. Mais pas du tout. Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Puis ça les regarde. Y compris se faire torcher. Puis y compris torcher l'autre. Mais oui, je suis confronté à ça régulièrement. Puis c'est correct. On va à la pause, mais j'aimerais ça le tester, mine de rien, là, sur 25-226. Les femmes, hein? Est-ce que vous avez envie de refaire votre vie ou vous êtes bien tout seul? Juste ça. OK. Juste pour voir. Votre âge. Et femme, âge. Tu sais, si vous venez de vous séparer, là, ou si admettons que vous êtes veuve, là, parce que je veux comprendre la statistique. Puis à côté, du sexuel active ou pas. Ça pourrait être intéressant. Recherchez-vous quelqu'un où vous êtes bien seul? 25-226. On va donner le résultat au retour de la pause. Il y en a qui sont malheureux, par exemple. Hein. J'ai juste le mentionné. Là, on a femme 40 ans. Oui. Mon conjoint me gosse au plus haut point. J'ai tellement hâte qu'il meure. Je le souhaite à chaque jour. Après lui, je resterai seule, c'est certain. En ce moment, je reste pour les enfants. Hey, 40 ans, on a peut-être pour longtemps enduré, là. 40 ans! S'il meurt à 78, vous allez faire quoi? Beaucoup de monde malheureux au Québec. C'est pour ça qu'on fait l'émission qu'on fait. Essayer comment arriver à un peu plus d'harmonie, à mieux se connaître avant de prendre des décisions importantes qui nous engagent pour longtemps. Tu sais, on parle souvent de la peur de l'engagement avec raison. Il y a un maudit paquet de monde dans la nation canadienne-française qui n'ont pas un once de bon sens. Tu sais, tout à l'heure, la bonne femme effrontée, elle a 30 ans, s'en va dire à son gars, à son conjoint, tu sais, t'as pas beaucoup pleuré, hein, au service de ta mère? Maudite effrontée! C'est inadmissible! Avant, là, parce que je vais attendre que Benjamin ait terminé ses statistiques parce que ça rentre encore beaucoup, là. Mais il y a une tendance qui se dégage, là. Tu sais, je vais lire ici Femme 36. Oui. Séparée depuis 4 ans, jamais été aussi épanouie, seule depuis ce temps, ponctuée de quelques fréquentations pour agrémenter. J'ai un bon réseau d'amis, mais j'habite seule et je ne me remettrai pas en couple. Je ne vois vraiment pas les avantages. Ouais. Être en couple est beaucoup plus un fardeau pour moi. Ce qui a beaucoup changé, je pense, c'est que la femme gagne bien sa vie maintenant. Oui, exact. Et elle est là, la donnée. Écoute, l'autonomie financière égale liberté. Vous n'avez pas de liberté si vous êtes pauvre et démuni. Vous n'êtes pas libre. L'argent, ça permet l'autonomie. Ça permet la liberté. Hey, maudit argent. Je suis une femme de 70 ans. Oui. Conjoint décédé depuis 6 ans.
Donc, je suis de la génération que nous servions les hommes. Demandez-vous pas pourquoi nous préférons vivre seuls pour la vie sexuelle. Il existe des magasins spécialisés. Aussi, ben oui. Alors, il y a des groupes d'âge, il y a des femmes de plus en plus d'un âge certain qui découvrent les gadgets sexuels. Et il y a certaines femmes qui répondent beaucoup aux gadgets sexuels. N'allez pas croire que c'est tout le monde qui répond de la même façon. Mais certaines femmes atteignent avec des vibrateurs des niveaux d'excitation sexuelle inégalables dans leur rapport hétéro ou homo. Je suis seule à 75 ans et Oui. ma vie sexuelle est active. Pas d'attache. Merci. Benjamin, on est prêt Merci. pour les statistiques? Oui, À et- la question, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Parce que là, il y avait... Premièrement, il y a une dame qui a dit qu'elle était veuve, puis elle nous a apporté... Elle disait que c'était plus facile pour un homme de se rematcher que pour une femme veuve. Là. Et elle a dit la statistique qu'il y avait... C'était 69 c'est ça? 65 des hommes 65-20. qui refaisaient leur vie après 2 ans de Oui. veuvage, contrairement, si on la compare à 19 seulement des femmes. Oui. Puis là, on essayait de comprendre le pourquoi. Et si c'était, pas parce qu'elle pogne pas, mais parce qu'elle a désir rester seule. Alors, on a posé la question, vous qui êtes séparés, qui êtes veuves, juste les femmes selon votre âge, est-ce que c'est par choix que vous aimeriez rencontrer quelqu'un? Je pense qu'avec les quelques messages que tu as lus, la tendance est assez claire. Et dans les réponses qu'on a eues, là, 70 des réponses nous disent là, on est très bien tout seul, puis oubliez ça, je veux pas qu'il y ait un homme qui rentre prochainement. Là. Hey, c'est quelque chose. La raison étant qu'il y a dans la nation canadienne-française un gros pourcentage de triple cave chez les hommes. Un gars, femme 48. Je suis seule et tellement bien. Je savoure cela car, croyez-moi, j'ai malheureusement choisi dans le passé de fréquenter des épais. Je dis que j'ai choisi, car même en sachant que c'était des relations malsaines, je restais là car mon besoin d'être aimé, ou je dirais plutôt l'illusion d'être aimé, était trop forte. C'est de se réapproprier. Comment se fait-il qu'il y a tant de caves et tant d'épais chez les hommes canadiens-français? Hey, il est où le problème? Il y a un problème. Un gars ici, on a femme 46, célibataire depuis 3 ans, suite à une séparation après 13 ans de vie commune avec un homme de 7 ans de plus que moi, plus jamais de bonhomme dans ma maison. Libido faible depuis toujours, pas eu de relation depuis la séparation, et je me porte très bien. Le problème, c'est quand la femme a une libido élevée. Ça doit être plus difficile, mais Non, les Sophie... amants, prends des amants. Regarde, Sophie, tout à l'heure, a frappé fort. Elle puis 2 femmes de 40 ans de son âge choisissent des hommes mariés comme partenaires, comme amants. Pourquoi? Pour ne pas être embarrassé à torcher le gars. Pour ne pas être embarrassé avec le conflit avec l'ex. Pour ne pas être embarrassé par la maudite pension alimentaire. La paix, elle prend le meilleur et laisse le pire. Mais en passant, parmi toutes celles qui nous ont écrit, là, ça revient souvent, j'ai pas une forte libido. Il y a peut-être un lien aussi. Là. Quand Mais- t'as pas de libido, t'as peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un. Ça peut, T'as moins mais envie. Là. j'ai l'impression que dans le groupe d'âge des 40 à 50 ans, avec tous les poteux, puis les alcooliques, puis ces affaires-là, il y a autant d'hommes qui ont peu de libido. Les hommes sont souvent, les hommes peu masculins, peu virils, sont gênés d'avouer qu'ils ont des faibles libidos parce qu'il y a une espèce de mythe dans la nation à l'effet qu'un homme, c'est un étalon. Non. Il y a quelques étalons et beaucoup de hongres dans la nation. Femme 51, Oui. séparée depuis 8 ans, j'étais seule et très bien. Aucune libido jusqu'à l'été dernier. Aucune relation sexuelle en 13 ans. En relation depuis peu et heureuse comme jamais. Le sexe est wow. Je n'avais jamais connu l'orgasme avant. À 51 ans. Et Josée, quand est-ce qu'elle a découvert son premier orgasme? L'été passé. Ah oui. Ah oui.
Qu'est-ce qui se passe? Hey, les caves, les innocents qui étaient à l'écoute, comment ça se fait que cette femme-là a passé une partie de sa vie à copuler et elle n'a jamais eu d'orgasme? Hey, les caves, on allume? On allume? Sinon, vous allez être pris à vieillir en lavant vos shorts. Je vous préviens, les gars. Venez pas vous lamenter que vous avez personne pour vous torcher en vieillissant. Femme 59, divorcée une fois. Par la suite, 2 expériences de vie commune. Après 1 an et demi, la madame plus capable d'endurer. Très heureuse dans ma petite vie tranquille de célibataire, seule solide depuis 5 ans. Un autre, never again après 3 éjaculateurs précoces. Bon, j'osais pas le mentionner. Il y en a une qui m'a déjà confié que sais-tu jusqu'où ça va, l'éjaculation précoce? Elle lui mettait la main sur la cuisse, par-dessus son pantalon. Et le tout s'arrêtait là, chez monsieur. Dois-je être plus explicite? Non, on a très bien compris. Femme 39, nous sommes dans une phase critique. Si notre couple ne tient pas, je vais rester seule et heureuse sans me faire dire quoi faire, comment penser, avec une vie sexuelle médiocre et à passer mon temps à le torcher et à faire de l'humour pour délai avec tous ses caprices. Je vous souhaite de vous séparer, hein? Ça doit pas être le fun de vivre ça. Oh, c'est lourd! Le quotidien, imagine le quotidien. Non, il y a des problèmes. José, on va être en onde encore un petit bout de temps parce qu'on a une couple de problèmes à découvrir, à cerner, à préciser, pour lesquels chercher des voies d'amélioration et apporter certaines lumières. Il y en a qui se défoulent, je peux pas tout lire. Comment? Je peux pas tout lire, là, parce que ça va bien notre affaire, là, mais il y en a qui se défoulent, puis c'est bien correct, là. Mais il n'y a pas grand qualité pour l'aspect sexuel des hommes. Non. Il y en a beaucoup en passant qui écrivent pour dire qu'ils sont en couple puis qui aimeraient ça se séparer puis être seuls. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de monde heureux, là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de monde malheureux. Ouais. Beaucoup de monde malheureux. Bon, femme 47, elle dit, moi, j'ai réglé le problème. J'ai mis un terme à une relation avec mon ancien conjoint. Je sors maintenant avec une femme. Wow, je suis comblée. Aïe, aïe. Oui, puis tout en étant nuancé et prudent. Bon. Une femme qui est principalement, majoritairement, essentiellement homosexuelle ne pourra pas être comblée par un homme. Bon, ça va être un pis-aller. Il faut être honnête aussi, là, et commencer à nuancer. Mais il y a beaucoup de frustration. Là. Parmi les femmes qui veulent rester seules, c'est beaucoup de frustration en lien avec les relations précédentes. Là. Autant sexuelles, autant au quotidien. Je vais te poser une question. Quel est le pourcentage... On n'a pas la réponse, mais je me suis posé la question depuis 2-3 décennies. Quel est le pourcentage d'hommes qui ont une partenaire sexuelle et qui la méprisent? Au Québec, dans la nation canadienne-française. Elle n'est pas drôle comme question. Ben non. J'ai peur qu'il y en ait pas mal. Je reprends. Quel est le pourcentage d'hommes dans la nation canadienne-française qui font vie commune et qui n'ont pas de respect pour leur partenaire sexuel, qui n'ont pas de respect pour la mère de leurs enfants? Je peux te garantir que si jamais des psychologues nous sortent une statistique là-dessus qui est valable, ça va faire mal. Bien, toutes les femmes là, frustrées qui préfèrent rester seules, là, la plupart, ça vient avec le message qu'elles n'étaient même pas comblées sexuellement dans leur relation précédente. Tu sais, le téléphone de Sophie est à prendre extrêmement au sérieux. Elle a eu différents partenaires. Elle se connaît bien sur le plan sexuel. Elle leur dit comment elle aime être caressée
pour majorer son excitation sexuelle. Les maudits cabochons sont même pas capables de suivre les guides qu'elle leur donne. Comment on appelle ça, un cabochon comme ça? Trouvez-moi des mots. On a le week-end pour y penser. C'est ce qui m'a fait Si notre vous émission. n'aimez pas mon langage, trouvez-moi des substituts. Mais il y a de quoi réfléchir avec tous les Hey! commentaires qu'on a reçus des femmes aujourd'hui. J'espère là. qu'on va réfléchir. Oui. Et la conclusion, c'est pas qu'elles pognent pas. Elles ne veulent pas être avec un homme. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Doc Mayou. Je sais qu'on a lâché la résilience, là, mais je pense que ça valait la peine de savoir tout ce qu'on a appris aujourd'hui dans ce sujet-là. C'est dimanche à Saint-Tite, hein? Oh oui, dimanche! Soyez à la parade. Oui. On va être là, Doc Mayou et moi, dans une belle carriole. Bye, tout le monde. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.